Bonjour, donc Élodie Tranvoise de la Chambre d'agriculture de Bretagne. Donc, je vais être accompagnée de Lucie Morin et de Guylaine que vous avez vu ce matin en plus de Jérémy. Donc pourquoi aujourd'hui on va vous présenter les résultats de 3 stations expérimentales, donc Jalony, Trévarez et la Blanche Maison, puisque ce sont 3 fermes qui ont une approche système, donc c'est-à-dire l'objectif d'optimiser la conduite de l'exploitation dans un objectif de réduire les coûts de production en ayant un impact positif sur l'environnement, et tout ça sans perdre de production afin de maintenir en fait le niveau de revenu des éleveurs. Donc c'est allier la triple performance économique, sociale et environnementale. Donc pour ça, un petit focus, donc la ferme de Jalony dont Jérémy va vous présenter des résultats, donc en Saône-et-Loire, donc avec une pluviométrie de 900 mm par an, sur des sols qui sont plutôt granitiques à argilo-calcaire. Trévarez, qui est situé donc dans le Finistère, donc avec une pluviométrie plus importante de 1200 mm par an sur des sols limoneux argileux. Et enfin, la Blanche Maison, avec 950 mm de pluie en Normandie sur des sols limoneux argileux à argileux. Comment se décrivent les systèmes en fait, qui sont contrastés sur ces 3 stations expérimentales? Donc, Jalony est sur une station où il y avait 2 systèmes bovins charolais naisseurs-engraisseurs qui se différenciaient sur leur période de vélage. Donc, on retrouve 100 mères vaches allaitantes sur 145 hectares de SAU pour 104 vélages par an. Trévarez, donc, qui est une station laitière bretonne spécialisée avec un objectif bas carbone. Donc, on dispose de 125 vaches laitières de race Primolstein sur 130 hectares de SAU avec un chargement de 1,5 UGB par hectare. Sur la ferme de la Blanche Maison, donc un système de polyculture élevage normand en agroécologie. Donc on a 88 vaches laitières de race normande sur 96 hectares de SFP pour un chargement de 1,5 UGB. Donc maintenant, Jérémy va vous présenter les résultats de Jalony. Alors, l'étude système mise en place à la ferme de Jalony, donc elle visait en fait à comparer le fonctionnement de 2 systèmes allaitants naisseurs herbagés de dimensions similaires qui étaient construits autour de stratégies à la fois zootechniques et fourragères contrastées, donc sur 6 campagnes de production entre 2012 et 2017. Et l'objectif de ces 2 systèmes, donc différenciés sur leur période de vélage, était de commercialiser des mâles maigres, donc sur le creux de production estival, afin de répondre à la demande de la filière. Et donc pour atteindre cet objectif commercial, chaque système avait sa propre logique de fonctionnement. Donc je vais commencer par vous présenter le système conduit en vélage d'automne. Donc c'est un système qui repose sur des vélages d'août à début novembre, qui nécessite la constitution de stocks fourragers de qualité et en quantité suffisante pour répondre à la demande alimentaire des mères élevées qui se trouvent en phase de reproduction et de lactation durant la période hivernale. Dans ce système-là, les veaux mâles sont complémentés sous la mère, entre la naissance et le sevrage, de manière à atteindre l'objectif du poids de vente, donc qui est situé autour de 380 à 400 kg vifs payables, pour un âge à la vente entre 8 et 9 mois. En parallèle de ce système-là, on avait un second système donc qui, lui, reposait sur des vélages de printemps, donc qui étaient calés plutôt sur des vélages sur février à avril, et qui, lui, en fait, avait pour objectif de faire coïncider les besoins alimentaires du troupeau les plus élevés avec le cycle de pâturage. Donc dans ce système-là, les veaux mâles n'étaient pas complémentés sous la mère entre la naissance et le sevrage. Après leur phase de sevrage et d'hivernage, ils refaisaient une seconde saison de pâturage où là, ils étaient complémentés au pré et conduits en pâturage tournant, de manière à être commercialisés donc, à la même période que les broutards d'automne, c'est-à-dire fin juin, à un poids objectif de 450 kg vifs payables pour un âge à la vente situé entre 14 et 15 mois.
Donc ces deux systèmes sont caractéristiques, sont typiques des systèmes du bassin à l'étang herbagé Nord Massif Central, c'est-à-dire que nous sommes sur des surfaces agricoles utiles à 95% d'herbe et 5% de culture, et pour des niveaux de chargement moyens 6 ans, on était à 1,26 dans le système d'automne contre 1,19 dans le système de printemps. Alors sur le volet environnemental, donc chaque système a fait l'objet d'une approche environnementale multicritère, donc sur la base de la méthodologie de l'outil CAP2ER. Donc vous avez sur le graphique devant vous les émissions brutes de gaz à effet de serre et les émissions nettes après le stockage de carbone en moyenne 6 ans pour les deux systèmes. Donc on peut voir que nos empreintes carbone nettes se situent autour de 11,7 à 11,9 kg équivalent CO2 par kilo de viande vive produit. Donc on n'a pas mis en avant de différence très marquée entre nos deux façons de produire et on est sur des niveaux qui se rapprochent de systèmes équivalents de la zone, si on s'appuie par exemple sur les systèmes naisseurs de l'échantillon du programme Live Beef Carbone. Alors la grande force de nos systèmes, c'est le stockage de carbone par la forte proportion de prairies permanentes, puisque le stockage de carbone permet de compenser environ 40% des émissions de gaz à effet de serre. Et après, un petit zoom sur les consommations énergétiques, où on a pu mettre en avant que le système d'automne consommait en moyenne 6 ans à peu près 40% d'énergie en plus, donc soit ramener à l'hectare une trentaine de litres en plus par rapport au système de printemps. Et cet écart s'explique par l'alimentation, avec des chaînes de récolte et de distribution de l'aliment qui restent plus onéreuses que dans le système de printemps. Un petit zoom sur le volet technique. Donc on est sur deux systèmes basés sur des systèmes fourragers à base d'herbe, avec un écart de 40% de stock fourrager à constituer. Dans le système d'automne, on est sur des stocks basés sur 60% de fauches précoces, principalement réalisés sous forme d'ensilage d'herbe. Et donc l'objectif initial qui avait été fixé à la mise en place du système était de pouvoir récolter 2 tonnes de matière sèche par UGB annuel. Donc on voit que sur les 3 dernières années de l'essai, donc entre 2015 et 2017, on est sur un niveau de 2,4 tonnes de matière sèche consommée par UGB annuel. Et donc ce niveau-là s'explique par l'évolution des pratiques alimentaires qu'on a mis en place dans ce troupeau, puisqu'on a instauré en fait une ration mélangée pour les vaches autour du vélage, de manière à optimiser les résultats de reproduction et optimiser également la production laitière des mères pour avoir des bonnes croissances chez les jeunes veaux. Donc la sécurisation des stocks hivernaux passe par l'apport de fertilisation azotée à hauteur de 49 unités d'azote par hectare d'herbe en moyenne 3 ans. Et on est sur des niveaux de concentré d'environ 593 kg de concentré consommé par UGB. Dans le système de printemps, donc on est sur des stocks basés sur des foins et de l'enrubanage d'herbe. Donc on était sur un objectif d'une tonne 6 de tonnes de matière sèche consommée récoltée par UGB annuel. Dans les faits, ce niveau a été atteint. On est à 26 unités d'azote par hectare d'herbe et une consommation de concentré autour de 300 kg par UGB. Donc là, ces niveaux de concentré sont proches des niveaux du réseau d'élevage charolais. Donc on est sur des niveaux relativement bien maîtrisés. Alors au niveau technique, en moyenne 6 ans, le système d'automne est légèrement plus productif par UGB, puisqu'on produit en moyenne 288 kg de viande vive par UGB contre 277 dans le système de printemps. Vous avez sur cette slide l'évolution du poids de vente des deux catégories de mâles, donc broutard dans le système d'automne, taurillon d'herbe dans le système de printemps. On voit que dans le système d'automne, les poids ont évolué sur les 6 années de l'essai. Donc cette évolution de poids, elle s'explique par l'amélioration des techniques de complémentation des veaux sous la mer qui font l'objet de nos travaux analytiques sur ce cheptel-là. Et dans le système de printemps, les poids des taurillons d'herbe ont également évolué et il s'explique également par une amélioration de la complémentation au pré et par une meilleure maîtrise de la technique du pâturage avec des plus petits lots au pâturage.
Et après, en termes d'indicateurs économiques, au niveau du prix moyen du kilo vif vendu, on a un écart de 9 centimes en faveur du système d'automne, étant donné que dans ce système-là, on met sur le marché des animaux plus jeunes et moins lourds par rapport au système de printemps. Alors, en termes de bilan, on est arrivé à la fin des 6 années d'essai avec 2 systèmes globalement optimisés. Toutefois, des marges de manœuvre restent toujours possibles. On en a identifié quelques-unes. Alors, dans le système d'automne, on peut voir que c'est un système qui permet de répondre à la production de jeunes mâles maigres en début d'été, sous certaines conditions. Déjà, de pouvoir adapter la conduite alimentaire des veaux sous la mer. Donc là, ça passe par l'optimisation des techniques de complémentation, recherche de production laitière. Également de bien maîtriser la période de reproduction qui a lieu en bâtiment. Et là aussi, un travail autour des rations a été réalisé pour faire progresser ces résultats. Et enfin, la troisième condition était de pouvoir récolter suffisamment d'herbe pour disposer de stocks à la fois conséquents et de qualité. Un deuxième point positif dans le système, c'est qu'il permet de pratiquer l'insémination artificielle, ce qui offre à l'éleveur plus de choix génétiques pour son troupeau pour un effectif restreint de vélage, puisque là on est sur des systèmes à 52 vélages. Une piste d'adaptation envisageable qu'on a identifiée et qui est un point faible au niveau de la ferme de Jalony serait le regroupement en fait, des pâturages autour de l'exploitation pour le système d'automne, ce qui permettrait de faciliter la surveillance des animaux autour du vélage et de faciliter également la distribution de l'alimentation des vaches autour du vélage. Le système de printemps répond également, quant à lui, à la production de mâles maigres en début d'été, à condition de ne pas dépasser les 15 mois d'âge pour les taurillons d'herbe. Donc c'est un système qui est basé en fait sur le cycle de l'herbe, donc qui présente des atouts en termes de maîtrise des coûts et d'économie de concentré. Mais on a un peu plus de lots d'animaux à gérer au pâturage, avec par exemple la conduite du lot de mâles, donc les taurillons d'herbe, à intégrer dans les prévisions de pâturage. C'est un système qui a l'avantage d'avoir une forte résilience sur le plan fourrager, qui permet de dégager des stocks fourragers de sécurité et qui est plutôt bien adapté au changement climatique. Et les quelques pistes d'adaptation envisageables qu'on a identifiées resteraient la réduction de la fertilisation azotée et voire le développement de l'engraissement de vaches de réforme. Donc aujourd'hui, à la ferme expérimentale de Jalony, on travaille sur la mise en place d'un nouveau système de production donc qui a pour objectif d'arriver progressivement sur un système naisseur-herbagé à 12 périodes de vélage, donc en conservant nos 2 périodes actuelles, automne et printemps, avec cette fois-ci l'engraissement des femelles, donc vaches de réforme et génisses de 30 mois, avec des rations à base d'herbe. Et on conserverait le débouché mâle avec vente des mâles maigres au moment du sevrage. L'axe majeur de ce nouveau système sera l'adaptation au changement climatique en déployant un certain nombre de leviers dans le système de production, que sont par exemple le pâturage du stock d'herbe sur pied, l'optimisation de la fertilisation, du pâturage tournant ou encore la production de cultures fourragères à stock. Sur le plan environnemental, il s'agira également de déployer un système vertueux sur le plan environnemental, donc toujours dans cette optique de réduction de l'empreinte environnementale pour arriver à un système neutre climatiquement. Et on s'intéressera également au mode de production plus respectueux à la fois du bien-être animal et du bien-être de l'éleveur. Merci. Donc maintenant, je vais vous présenter les résultats de la ferme expérimentale de Trévarez. Donc, Trévarez s'est orienté vers un système bas carbone au 1er janvier 2018. Donc, comment le système a été construit? Donc, on est parti de notre troupeau de 125 vaches laitières de race Holstein avec 45 génisses de renouvellement chaque année qui naissent sur 2 périodes de vélage, puisque Trévarez est depuis le début des années 2000 en vélage groupé, donc sur une période de 3 mois au printemps et 3 mois à l'automne. La SAU de 130 hectares est composée en grande partie d'herbes, avec 79 hectares d'herbes, 40 hectares de maïs en silage. On retrouve 11 hectares de céréales, d'où le fait qu'on ait un système très spécialisé lait. Et 25 arts d'herbe au pâturage. Donc, le choix des 25 arts au pâturage, c'était pour coller à la moyenne des exploitations laitières bretonnes. La part de stock représente 70% à peu près dans la ration annuelle.
par rapport à nos résultats au niveau de l'empreinte carbone. Donc, depuis le lancement du système bas carbone en 2018, on a réussi à diminuer de 20% nos émissions brutes, ce qui était l'objectif au moment du lancement du système. Donc, en 2017, la ferme expérimentale de Trévarez avait une empreinte carbone nette qui était équivalente à la moyenne régionale, donc à 0,87 kg équivalent CO2 par litre de lait, composé à 0,96 pour l'empreinte brute et 0,09 kg équivalent CO2 par litre de lait pour le volet stockage. Comme vous pouvez le voir, régulièrement, donc depuis 2018, tous les ans, en actionnant un certain nombre de leviers que l'on va vous présenter, notre empreinte carbone a diminué, à la fois l'empreinte carbone nette, mais principalement l'empreinte carbone brute. Donc, ce qui fait bien que nos baisses de 20% de notre empreinte carbone nette est due exclusivement à la baisse de nos émissions de GES en brut et pas par une augmentation du stockage. Donc pour ça, comment on a procédé? Donc on a identifié un certain nombre de leviers qui pouvaient être mis en place sur la station. Donc si on regarde donc, sur le haut de la slide la partie alimentation du troupeau, donc on a intégré de l'ensilage d'herbes dit précoce dans la ration hivernale des vaches laitières. Le pâturage a été fixé à 25 arts par vache au pâturage. On a arrêté l'utilisation de tourteaux de soja qui a été remplacé par du tourteau de colza. Et on a arrêté les concentrés de production, donc qui fait suite aux essais concentrés qui ont été menés de manière historique sur la station. Sur le volet agronomique, on cherche à maximiser les rotations avec de la prairie permanente, favoriser l'incorporation de légumineuses dans nos prairies, d'optimiser également l'utilisation de nos effluents d'élevage afin d'avoir très peu d'engrais minéraux apportés, et le volet stockage avec l'implantation de haies. Pour cela, d'un point de vue technique, ce que ça donne, sur l'année 2020, on a produit 8000 kilos de lait avec l'équivalent de 80 grammes de tourteau de colza par litre de lait. Donc on a une efficacité du concentré qui est extrêmement optimisée puisque vous voyez que la moyenne est à 148 grammes de concentré par litre de lait, là où nous sommes à 80. Ce qui nous permet de produire, donc, comme je le disais, à peu près 8000 kg de lait avec une autonomie protéique de 80%, là où la moyenne est à 67%. Et donc, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 635 kg de tourteau de colza par vache et par an, ce qui est à peu près à 425 kg si on ramène en équivalent soja. Et donc, dans la ration annuelle des vaches laitières, donc, le maïs représente 57% de la ration annuelle et l'herbe sous toutes ses formes un peu moins de 40%. Maintenant, je laisse Guylaine sur le volet génisse. Donc, du côté des génisses, 2 leviers ont été actionnés pour réduire l'empreinte carbone. Donc, une réduction de l'âge au vélage, puisque vous pouvez constater que sur le graphe à gauche, de 2015 à 2019, on était autour de 26-27 mois d'âge au vélage, ce qui était déjà inférieur à la moyenne bretonne régionale en Holstein, qui était à 28 mois. Et depuis 2020, on a réussi à gagner 2 mois sur l'âge au vélage, puisqu'on est aujourd'hui à 25 mois. Du côté des effectifs, depuis la mise en place du système bas carbone, on limite l'élevage des génisses à 45 génisses élevés au maximum par an. Et progressivement, on a vendu aussi les génisses qui étaient décalées, issues des autres périodes de naissance avant 2018. Ce qui fait que vous voyez, donc on est bien aux 45 génisses sur les histogrammes verts à droite et en rouge figure le nombre de génisses de plus de 2 ans. Et vous constatez qu'il a été considérablement réduit et voire même depuis 2021, on n'a plus de génisses de plus de 2 ans sur la station. Donc ça, c'est en termes de résultats sur l'atelier génisse, mais en pratique, comment on en est arrivé là ? Tout d'abord, si on compare les résultats qu'on avait avant la mise en place du système bas carbone de 2015 à 2017, avec les résultats depuis 2018. Donc, on a eu une petite amélioration du poids à la naissance. Bon, ce n'est pas forcément un critère
sur lequel on a beaucoup la main. Mais surtout, vous voyez que le poids au sevrage, donc sachant qu'on sèvre les femelles à 75 jours, on a gagné 15 kilos, puisqu'aujourd'hui, à 2 mois et demi, on est à 100 kilos au sevrage. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer cette amélioration du poids au sevrage ? J'ai envie de dire essentiellement une meilleure peut-être maîtrise sanitaire, avec l'objectif de faire un nettoyage, une désinfection et un vide sanitaire entre chaque période de vélage, donc de façon plus rigoureuse par rapport à ce qui pouvait être fait avant. Et également, une analyse en cas de diarrhée a permis de mieux cibler le problème, l'origine du problème, et donc mieux cibler les traitements et la prévention. En ce qui concerne le poids à 6 mois, eh bien, on atteint aujourd'hui les objectifs des 200 kg, ce qui est un gain de plus de 25 kg par rapport à ce qu'on faisait avant la mise en place du système bas carbone. Et ce qui peut expliquer ce gain, donc, c'est sur cette phase 0-6 mois, la mise en place d'une ration sèche, et on a augmenté la quantité maximale de concentré par veau à partir de 4 mois, puisqu'on est passé de 3 kg à 3,5 kg. Ce qui fait qu'au final, on a une augmentation de la consommation de concentré par veau élevé de 200 kg. Au niveau du poids autour de l'insémination, autour de 15 mois, on a un gain de 32 kg. On atteint là aussi les objectifs de 400 kg en race Primolstein. Sachant que les génisses sont systématiquement pesées, donc régulièrement au cours de la saison, mais aussi plus particulièrement avant l'insémination, pour ajuster l'alimentation si besoin. Et on a également arrêté la synchronisation des chaleurs qu'on pratiquait sur les inséminations d'été au profit on a préféré ramener plutôt les génisses sur une pâture auprès de l'exploitation pour mieux surveiller les chaleurs, et ça a donné de meilleurs résultats que la synchronisation. Au final, le poids au vélage est assez peu différent de ce qu'on avait, alors qu'on a des animaux qui sont 2 mois plus jeunes. On a sur les démarrages en lactation, j'anticipe les questions sur la longévité peut-être, on a des démarrages en lactation sur les 50 premiers jours qui sont équivalents à ce qu'on avait avec des âges au vélage 2 mois plus tardifs. Et au final, ces gains de 2 mois d'âge au vélage, c'est 660 kg de matière sèche de fourrage économisés par génisse. En revanche, on a testé des plants avec différentes quantités de lait pour les veaux, différentes natures de concentré. On n'a pas vu là d'effet sur les poids ou sur les croissances. Et cet âge au vélage jeune, 25 mois, est obtenu avec des génisses qui sont élevées sur toute leur phase d'élevage avec 80% d'herbe. C'est 50% de pâturage, 30% à peu près d'herbe récoltée et moins de 500 kg de concentré, ce qui fait un coût alimentaire, fourrage plus concentré, autour de 250 €. Donc on reste sur des génisses particulièrement économes, avec un âge au vélage pourtant précoce. Donc, en termes de perspective sur la station de Trévarez, donc d'un point de vue zootechnique, l'objectif est de poursuivre les travaux sur l'autonomie protéique. Et donc, il y a des essais en cours sur le pâturage de prairies très riches en légumineuses, sur le pâturage hivernal, et tester également l'intérêt de rations à base d'ensilage d'herbe et de maïs épi avec très peu de correcteurs azotés. Et l'objectif, donc ça c'était pour les vaches laitières, et sur les génisses, l'objectif est de continuer à réduire les achats de correcteurs azotés au profit d'une production de févrole. Sur le volet agronomique, il y a un travail sur les rotations pour maximiser le stockage du carbone, avec une caractérisation très fine des sols selon les différentes rotations mises en place, et l'allongement des rotations pour augmenter la part d'herbe. Et donc, je vais passer la parole maintenant à Lucie, qui va vous présenter les résultats sur la Blanche Maison. Je vais vous présenter les résultats du système de la Blanche Maison. Donc, le système de la Blanche Maison, c'est quoi? Vous avez déjà eu quelques petits extraits ce matin. Mais c'est 88 vaches laitières normandes avec pour principal objectif d'abord, c'est de produire du lait avec 3 axes principaux de travail. Les axes sur la période de reproduction, on en a parlé ce matin dans la vidéo. Des axes sur le renouvellement du troupeau, on en parlera tout à l'heure. Des axes sur l'alimentation avec pour principal objectif d'équilibrer la ration par les fourrages et de produire du lait par les fourrages. Donc on en parlera tout à l'heure aussi dans les leviers. Et puis du coup, pour mener à bien tout ça, on a 96 hectares disponibles pour lesquels on a mis l'herbe au cœur des rotations. Il y a 20 hectares de maïs,
2 à 3 hectares de céréales par an qu'on autoconsomme et le reste en herbe. On a développé dans ce système un petit atelier viande qui produit une quinzaine ou une vingtaine de bœufs par an, finis au pâturage. Et on a quelques travaux sur la finition des vaches laitières pour valoriser la mixité de notre race normande. Tout ça, c'est suivi par un tableau de bord pour suivre les performances techniques, économiques, environnementales et sociales à une fréquence mensuelle, et notamment l'empreinte environnementale qu'on suit annuellement grâce à la méthode et l'outil CAP2ER. Donc en 4 ans, nous avons réduit nos émissions brutes de 29%, puisqu'on est passé de 1,27 kg équivalent CO2 par litre de lait à 0,90 pour une empreinte carbone nette qui est passée de 0,99 à 0,73 kg équivalent CO2 par litre de lait. Donc on va voir les leviers tout à l'heure. Notre objectif, en termes de méthodologie, on avait analysé le dispositif en évaluation ex ante, évaluation prévisionnelle, où on s'était fixé l'objectif. On avait, dans la théorie, modélisé ce dont on voulait atteindre, et c'était une empreinte carbone nette à 0,85 avec l'ensemble des objectifs qu'on s'était fixés sur la partie technique, économique, environnementale et sociale. Donc, quels sont les leviers qu'on a utilisés? Tout d'abord, sur l'alimentation. On valorise au maximum les 25 hectares de pâturage qu'il y a d'accessibles sur la station pour les vaches laitières. Donc ça fait un peu plus de 27 arts par vache, avec notre système basé sur l'herbe, avec une ration hivernale composée de 50% d'ensilage d'herbe dans les fourrages pour travailler sur l'équilibre énergie-azote dans notre ration hivernale et réduire notre dépendance au concentré. On cherche aussi, sur les périodes estivales, à densifier la ration en énergie pendant les périodes de pâturage pour maximiser la quantité d'herbe pâturée et du coup diminuer la quantité de matière sèche distribuée et concentrer l'énergie dans la ration estivale. Et puis on a travaillé aussi sur l'optimisation de l'apport de concentré et de l'utilisation de tourteaux de colza pour mieux valoriser le concentré dans notre système. Et donc la ration annuelle 2020, est du coup composée de 6,7 kg d'ensilage de maïs en moyenne, 1 kg de maïs épi, 4 kg d'enrubanage ou d'ensilage d'herbe et de 6,4 kg de pâturage. Donc on est sur une ration à 8 kg de maïs et 10 kg d'herbe en moyenne dans l'année. On a travaillé sur l'optimisation des apports de concentré, puisqu'on a modifié un peu nos stratégies de complémentation par rapport à ce qu'on avait prévu au départ dans le système, où on ne devait faire qu'une complémentation individuelle sans correction de la ration à l'auge, ce qu'on a changé en 2018. Et puis, du coup, on a ajusté un petit peu... on a optimisé entre la partie distribution à l'auge et distribution au DAC. Donc vous voyez une vraie évolution des quantités de concentré distribués quand on regarde en kilos par vache, puisqu'on est passé de 800 kg de concentré par vache à 1259 kg de concentré par vache, avec la répartition, par exemple en 2020, où par jour, chaque vache reçoit 2,2 kg de tourteaux de colza et 1 kg d'Ami Plus, qui sont des drèches de brasserie de blé déshydraté. Et donc, du coup, en grammes de concentré qu'on ramène au litre de lait corrigé, on est globalement resté stable, puisque l'augmentation de production laitière a été assez importante, puisqu'on est passé de 5 850 litres de lait corrigé à 7 600 litres de lait corrigé de 2017 à 2020. Nous avons aussi mis en place des leviers sur l'élevage des génisses. On a mis en place le pâturage tournant pour les génisses pour optimiser les croissances par rapport à la même ressource foragère que l'on avait de disponible. Donc on a mis en place des paddocks de 0,25 hectares pour les animaux de moins d'1 an. Tout le parcellaire est découpé en paddocks de 0,25 hectares ou en paddock de 0,5 hectares pour les animaux de plus d'1 an. On a mis en place les veaux à l'herbe dès 10 jours. Donc on en a parlé ce matin, je ne reviens pas dessus. On a cherché à éviter le gaspillage du lait et du coup à maximiser le lait livré
du coup en consommant le lait non commercialisable pour les veaux et en ajustant la quantité qui nous manquait par l'utilisation de poudre de lait. Et on a également, tout ça dans l'objectif aussi, tous les leviers mis en place techniques, là, tout ça dans l'objectif de réduire l'âge au vélage des génisses. Alors où on en est actuellement, depuis 5 ans, avant 2017, on était à 30 mois d'âge au vélage moyen. L'âge au vélage moyenne de la race normande en France est de 34 mois. Et en 2019, on a baissé à 27,5 mois pour augmenter un petit peu sur 2020 et 2021. Mais l'objectif et notre ambition est de poursuivre la réduction de l'âge au vélage pour arriver à une moyenne entre 26 et 27 mois annuellement, même si on a un petit artefact lié à la conduite en bande. Mais la reproduction est globalement maîtrisée par rapport à la moyenne de la race. On a utilisé aussi des leviers agronomiques. On a, comme je vous le disais, l'ensemble des rotations qu'on tient de la prairie. Donc c'est des rotations de 4 à 5 ans avec de la prairie. Donc il y a peu de travail du sol à l'échelle de la rotation. Ça nous permet aussi de réduire la fertilisation azotée dans ces rotations. On a utilisé des mélanges prairiaux riches en légumineuses avec des quantités de trèfle assez importantes pour réduire la fertilisation azotée et améliorer nos valeurs alimentaires pour réduire aussi notre dépendance au concentré. Globalement, on a aussi, toujours sur la fertilisation azotée, cherché à utiliser au mieux les unités d'azote qu'on produisait sur notre exploitation. Et donc, du coup, à chercher à valoriser au mieux ce coefficient d'équivalence quand on épand nos effluents organiques et de pouvoir ne pas gaspiller d'unités d'azote qu'on produit sur l'exploitation. Et puis, on a 16 km de haies sur l'exploitation. Et donc, notre objectif, c'est de mettre un plan de gestion des haies efficace pour pouvoir augmenter le stockage de carbone et entretenir et renouveler cette haie de manière pérenne. Et puis, l'objectif dernier et final, c'est de récolter des fourrages de qualité. Et donc ça passe par la rénovation de prairies. Je ferai une intervention tout à l'heure dessus, sur les taux de légumineuses et aussi sur la qualité des récoltes. Et juste pour illustrer ça, vous voyez ici l'évolution des valeurs alimentaires des ensilages d'herbes récoltés pour les vaches laitières depuis 2017, où globalement, nous avons des ensilages d'herbes plus riches en azote, plus riches en énergie, plus digestibles, avec moins de parois cellulosiques. Et donc, du coup, ce qui nous a globalement permis d'augmenter la production laitière et de réduire notre empreinte carbone et d'améliorer l'ensemble de notre durabilité de l'exploitation. Quelles sont nos perspectives ? Donc, dans notre système en agroécologie, on est globalement autonome, mais on est très dépendant, on est autonome alimentairement, mais on est très dépendant quand même de la consommation de paille et qu'on est obligé d'acheter. On achète à peu près 120 tonnes de paille. Et donc, on met en place dès l'hiver prochain des essais sur l'utilisation de copeaux de bois produits par nos haies disponibles sur l'exploitation pour remplacer la paille dans les litières. Les autres perspectives, c'est de s'équiper pour réduire les émissions aux épandages. Donc là, équiper d'enfouisseurs et de pendillards en CUMA pour pouvoir réduire encore nos émissions. Et puis réduire aussi nos émissions au stockage. Donc là, avec des systèmes de couverture de fosses et autres. Et tout ça, c'est pour poursuivre l'amélioration de la durabilité de notre système, puisque globalement, vous l'avez vu, on a amélioré nos performances techniques, ça a contribué à améliorer nos empreintes environnementales, mais ça a aussi contribué à améliorer les performances économiques de l'exploitation, avec un EBE qui a augmenté de pas loin de 100 000 € et un coût de production qui a diminué. Et donc l'objectif, il est pour nous de continuer à concilier efficacité économique et efficacité environnementale. Merci. Donc, pour conclure, le suivi de ces 3 systèmes ne s'arrête pas qu'à l'empreinte carbone. On a également
des bilans azotés qui sont réalisés sur les stations tous les ans, avec une recherche d'amélioration de la qualité de l'eau, de l'air, des diagnostics biodiversité. Donc ces approches systèmes ne se résument pas qu'à l'empreinte carbone. Comme vous avez pu le voir, il n'y a pas une solution unique, mais il y a des solutions qui s'adaptent à chaque exploitation laitière. Et donc l'efficience environnementale est bien largement compatible avec la performance technique et économique.